Bonsoir à tous, bonsoir les achats, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume. Bon. Sébastien, on va parler d'un sujet très important aujourd'hui, comment attirer et retenir les talents achats en 2024. Avant de démarrer, on va faire le petit tour habituel. Vous allez nous dire où vous êtes en ce moment. Voilà, c'est toujours intéressant. On a du monde en général d'un peu partout sur la planète qui vient participer au live. Et puis, on va s'assurer qu'on est bien en ligne. Ce serait con de démarrer le live alors qu'on n'est pas en ligne quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Allez, je vais vérifier ça. On va voir les commentaires arriver, mais pour l'instant, effectivement, on n'en a pas. Alors, c'est un sujet quand même intéressant parce qu'on a 487 personnes qui se sont inscrites. Là, on en a 18 en ligne. Ça y est, là, ça commence à arriver. Je vois. On a Sébastien qui est là. Ça monte doucement. Bon. Ouais, sujet quand même important, n'est-ce pas? Le recrutement. Exactement. Alors. Ça y est, ça arrive. Alors pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, on a une petite habitude, c'est on vous demande de nous préciser d'où vous nous suivez ce soir. Donc Herman est habitué, hein, il nous indique qu'il est d'Abidjan. Bonsoir Herman. Pour l'instant, c'est notre record. La personne la plus loin, Clément. C'est ça. Alors, Clément. Pourquoi on a fait le... Clément, c'est un de nos anciens étudiants du master? Il me semble, ça me dit quelque chose. Clairement, on a Sabrina qui est en formation ou qui va commencer sa formation avec nous. Ouais, tout à fait. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Inès, Lyon. Bon, Herman, Normandie. C'est loin la Normandie, Agathe. Hein. Je ne sais pas où c'est. C'est en France, la Normandie? Je ne sais plus. Marion de Rouen. Marie-Laure, Alpes de Haute-Provence. Ouais, c'est ça, Clément, t'es en M2, ouais. Petite mémoire à TSM. On s'en souvient. Alors, s'il est en M2 aujourd'hui, on ne l'a peut-être pas vu. Ouais, c'est ça. Bon, c'est top. Ce serait une sacrée coïncidence. Exactement. Donc, on a... Bonsoir José. Bonsoir, ouais. LinkedIn User, l'habituel de Nantes. On a testé cet horaire qui est un peu tardif pour la France, puisqu'on a pas mal de personnes au Canada, finalement, qui avaient du mal à participer au live quand ils étaient à 11h. Donc, c'est vrai que 18h15, c'est un horaire qui, en général, convient mieux à un peu plus de monde. Je te propose de démarrer. Les personnes vont arriver au fur et à mesure. Aix-en-Provence, ouais, c'est top. Eric de Bretagne. Beaucoup de Français ce soir. Dites-nous. Eric est en formation, en ce moment chez nous. Tout à fait, ouais. Allez, on démarre, Sébastien? Allez, go. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une petite rétrospective de la place des achats à l'ère de la 4e révolution industrielle. C'est important de démarrer là, puisque vous allez voir que ça a des incidences énormes, finalement, sur le recrutement des entreprises et sur comment attirer les bons talents et derrière les retenir. Aujourd'hui, on a un phénomène que tout le monde connaît, qui est que les organisations privées et publiques, elles sont entourées par une réglementation de plus en plus contraignante, hein, CSRD, CR3D, justement avec cette double matérialité, performance financière, performance RSE, des attentes des clients, bien sûr, qui évoluent, des attentes des salariés. Aujourd'hui, les millennials, ils sont 97% à ne pas vouloir travailler pour une entreprise si elle ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ça. Et bien sûr, une obligation liée à nos limites planétaires. Ces entreprises-là, ces organisations, elles doivent donc conjuguer performance économique, sociale et environnementale. Et elles se demandent comment je vais faire pour repenser mes fonctionnements historiques qui étaient principalement basés sur une recherche de performance économique. Et elles se demandent quoi faire. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pour arriver dans ce nouveau modèle, pour passer d'une ère de l'obligation de moyens, parce que là, on a une flopée d'entreprises qui partent dans du management de la RSE, donc différents labels et solutions que vous connaissez bien, qui sont, est-ce que j'ai formé mes équipes aux achats, est-ce que j'ai mis en place des process qui intègrent, etc. Ce n'est uniquement de l'obligation de moyens, mais aujourd'hui, on va devoir passer d'une ère de l'obligation de moyens à une ère de l'obligation de résultats. Et c'est là où la fonction achat, qui était un petit peu en recherche de reconnaissance depuis maintenant plus de 40 ans, finalement se retrouve au milieu de cette transformation, puisqu'en fait, on représente 40 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises
et de leur impact RSE. Et donc, on est en première ligne pour accompagner cette transformation des organisations sous ce nouveau modèle, pour répondre à ces obligations qu'elles doivent avoir pour finalement faire partie des leaders de demain. Puisque ce qu'on voit aujourd'hui, il va y avoir 3 grandes typologies d'entreprises qui vont faire le monde de demain à l'issue de cette 4e révolution industrielle. Eh bien, on va avoir celles qui vont, bien sûr, réussir leur transformation. Donc, elles vont se transformer elles vont réussir à conjuguer performance économique et impact RSE. Donc là, elles vont maintenir, voire développer leur leadership dans le futur. On va avoir les nouveaux entrants, qui sont des nouvelles structures, des nouvelles entreprises qui vont arriver directement sur ce nouveau modèle. Et on a bien sûr celles qui ne vont pas réussir cette transformation. Et elles, par contre, elles vont entrer en décroissance et finalement perdre des marchés jusqu'à une potentielle extinction. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, Sébastien? Complètement. Et on fait le parallèle totalement avec le sujet de ce soir, qui est le recrutement, où en fait, on se rend compte que les mentalités des nouveaux acheteurs évoluent beaucoup plus vite que les entreprises. Et c'est une surprise pour bien nombre d'entre elles qui n'arrivent plus à recruter, qui ont des difficultés à conserver des personnes sur les premiers mois parce que on a des personnes qui arrivent déjà avec leurs convictions. Et ça, on l'a constaté, nous, à l'université, notamment à l'université de Toulouse, où on a accompagné les licences Master 1, Master 2 pendant 3 ans. Et on a vu une énorme évolution des attentes et des souhaits des nouveaux acheteurs. Et en fait, on est en train de créer une vraie difficulté lors du recrutement parce que on a du mal à faire matcher les missions, les projets de développement de services achats et justement les attentes de ces acheteurs. Donc, on va vous parler de ça effectivement ce soir et des solutions que nous, on a trouvées en tout cas pour vous accompagner là-dessus. Mais effectivement, il y a un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les offres d'emploi, à part des stages où les offres RSE sont bizarrement très bien rédigées, on a très peu d'offres, très peu d'offres de responsables achats RSE et en tout cas d'éléments RSE et d'éléments de vision RSE qui sont poussés par les recruteurs. Ouais, tout à fait. Ce que l'on voit en fait derrière ça, c'est qu'en fait aujourd'hui les organisations elles vont devoir y aller. Les achats sont en plein milieu et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, il est absolument vital pour les organisations de s'entourer d'acheteurs qui sont capables d'accompagner leur transformation finalement. Et avant de démarrer, on va se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est en 2024, puisque certains d'entre vous l'ont déjà peut-être passé le test, donc vous pourriez y accéder tout simplement en suivant ce QR code. Attendez avant de faire le test, faites-le plutôt à la fin du live, gardez-vous le lien pour demain, parce que c'est accessible sur notre site internet, tout simplement. Il y a un élément intéressant, c'est que finalement, on a aujourd'hui 77% des sociétés, des personnes, donc des acheteurs en poste qui ont répondu à ce questionnaire, qui sont au maximum à un niveau 3 de maturité. D'accord ? Il faut savoir que les niveaux 4 et 5 sont ceux où on va commencer à intégrer un data management performant, une dimension RSE, une dimension vraiment TCO, mais on va dire de manière poussée TVO, c'est-à-dire que ça va intégrer toute la supply chain, toute la gestion du risque dans les pratiques achats. Et on se rend compte finalement que le niveau de maturité sur quasiment 2500 participants en 2023 est relativement bas. On va avoir aujourd'hui seulement donc 18 plus 6, Sébastien, 24. C'est ça, que 24%. Bon, 24% qui sont finalement sur des niveaux supérieurs. Et 24%, enfin le chiffre 24, c'est rigolo. C'est un peu l'âge effectivement des étudiants en sortie de Master 2. Et bien le souhait de ces personnes de 24 ans, c'est souvent d'aller dans des entreprises qui ont un niveau 4 ou un niveau 5, parce que le contenu des missions qui leur sont proposées leur conviennent bien mieux. En fait, ils ont du mal à s'orienter sur des missions en fait rébarbatives du quotidien. Ils aiment bien toucher des projets de transformation. Alors, ils sont beaucoup plus forts, justement, que les anciennes générations à leur lancement. Par contre, ils attendent beaucoup plus, effectivement, de missions de transformation et à fort impact. Et ça, effectivement, quand on en est encore à
optimiser notre système de passage de commande, eh bien, le niveau 4 et niveau 5, leurs missions, elles vont être très, très, très loin d'arriver. Ce qui est très, très étonnant, c'est de voir que donc 23 plus 14, ça nous fait quoi? Ça nous fait 37%. Ce n'est même pas la fonction achat, en fait. Oui. Ouais, c'est quand même bluffant. Dites-nous là, pour ceux qui, qui participent, tout simplement, dites-nous, selon vous, quel est votre niveau de maturité actuel, sans même faire le test. Ceux qui ont fait le test, évidemment, vous le connaissez, vous pouvez le dire en commentaire, s'il vous plaît. Ça va donner une petite idée du niveau de maturité achat des participants. On attend votre réponse dans les commentaires. Il y a toujours un petit décalage, hein, évidemment. Oui, on a toujours un petit décalage, effectivement. On va les je prendre. crois d'une quinzaine de secondes. Ouais, c'est ça. On va les voir arriver au fur et à mesure. C'est vrai que moi, ça me choque à chaque fois de me rendre compte qu'on a pas 40%, mais quasiment 40%, plus d'un tiers des services achats qui ne sont pas des services achats. Voilà, donc là, ça y est, ça commence à arriver. Donc on a Eric 4, Baptiste 3, Mode 3, 25% max. Mais ça se retrouve, on le retrouve tellement dans les offres derrière, dans les offres d'emploi, où en fait, nous, quand on réalise nos ateliers d'employabilité, notamment en formation, les gens nous disent, mais en fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'offres d'acheteurs qui ne sont pas du tout des offres, des postes d'acheteurs. Et ça s'explique par ça, hein. Quand on a un très faible niveau de maturité, bien souvent, le besoin achat, c'est plutôt un besoin d'approvisionnement. Ouais, tout à fait. Qui reste dans la famille des achats, mais c'est pas les mêmes missions que peuvent attendre notamment des Master 2. C'est là où on recrute justement un Master 2 pour ça. Ouais, tu vois, on a beaucoup de niveau 3, quelques niveaux 2. C'est assez révélateur, pas de niveau 1. Mais en général, les niveaux 1, ils n'ont même pas connaissance qu'il y a ce type de live sur Internet. Blague à part. Mais effectivement, beaucoup de niveau 3. Hein. On voit qu'ici, on a une majorité niveau 3, quelques niveaux 4. On a même un niveau 4-5, un niveau black belt. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui est passé dans nos formations, à mon avis. C'est assez drôle. Qui reste discret. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est intéressant de constater ça. Donc voilà, en gros, où on en est aujourd'hui. N'hésitez pas à continuer à nous mettre les niveaux de maturité. Hein. On va continuer sur la présentation pour essayer d'être dans le timing. Mais c'est quand même assez marquant de voir finalement ces chiffres-là. Alors en fait, c'est assez simple pour les organisations. Hein. Les talents que les entreprises doivent attirer, d'accord, sont celles qui vous guideront sur des niveaux de maturité adaptés à vos nouveaux enjeux, tout simplement. Une entreprise qui souhaite entrer dans cette capacité, cette transformation à conjuguer performance économique et impact RSE, la fonction achat, c'est entre 40 et 80, et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je dis ça dans l'industrie, notamment agro, on me dit non, 90. Je fais OK, en fait, c'est énorme. Pourcent du chiffre d'affaires et de l'impact RSE. Pas plus tard que la semaine dernière, un grand groupe de l'agro qu'on va former là, qui est basé à Revel, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre eux qui est parmi nous, me dit ça, me dit non, 90% du chiffre d'affaires et l'impact RSE. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ces entreprises-là qui veulent se transformer vers un modèle à la fois plus durable et performant, elles vont devoir s'entourer d'acheteurs qui ont un niveau de maturité de 4 à 5, tout simplement. Donc, attirer les bons talents quand on veut faire partie des leaders de demain, c'est savoir s'entourer d'acheteurs qui sont capables de les guider dans leur progression en maturité sur des niveaux supérieurs au niveau 3, tout simplement. Et ça a du sens. Ça a du sens. On va le voir d'ailleurs à la fin de la présentation. On va parler d'une étude de l'APEC sur les rémunérations. Ouais. Donc restez bien jusqu'au bout. On va pouvoir observer ça ensemble. Vous pourrez d'ailleurs commenter, dire si l'APEC est dans le vrai ou dans le faux. Mais en tout cas, effectivement, cette montée en maturité nécessite des moyens, nécessite des hommes, des femmes. Et effectivement, derrière, on a tout un plan de rémunération à prévoir. Ouais, tout à fait. C'est très important de justifier effectivement le coût de l'acheteur par rapport au niveau de maturité et ses missions. Ouais. Il y a Inès qui nous pose une question qui est assez intéressante, même très intéressante. Qu'est-ce qui différencie niveau 4 et niveau 5 ?
En fait, dans la réalité, Inès, au niveau des pratiques, il n'y a pas vraiment de différence. Il faut savoir que le niveau 5 s'atteint avec du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir optimisé les 20% de ces familles d'achat qui font 80% de la criticité sur la performance économique de l'entreprise, sur le risque supply chain, sur les impacts RSE et sur les impacts sur les parties prenantes. Et donc, en fait, ça prend du temps parce que selon les ressources que tu as disponibles, selon la grandeur de ton portefeuille, ben, tu vas devoir travailler souvent 3, 4, 5 ans pour avoir couvert toutes ces familles-là, optimiser toutes ces familles-là. Et c'est là où tu vas peut-être retravailler sur des familles sur lesquelles tu as travaillé il y a 3, 4, 5 ans. C'est là où tu rentres dans l'amélioration continue. Ça, c'est dans l'obligation de résultat, qui est la finalité finalement de notre mission, mais également dans l'obligation de moyens que tu mets en place en amont pour pouvoir générer ces résultats. Eh bien, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'excellence organisationnelle, c'est-à-dire que tu auras mené toutes les actions d'obligation de moyens qui sont nécessaires à l'excellence opérationnelle, organisationnelle de ton service. Et c'est là où tu atteins le niveau 5. Et pour ton information, ce n'est pas un acquis, puisque je l'ai appris moi à mes dépens, puisque la création de la pyramide est en fait un parcours que j'ai eu dans plusieurs entreprises, dont une dans laquelle je suis resté plus de 15 ans, où j'ai connu la montée en maturité, mais j'ai subi aussi la redescente. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est, voilà, qu'on abordera peut-être dans un autre live si tu le veux. J'espère que c'est plus clair pour toi. Donc, Bon, effectivement, la ouais, redescente, on connaît un des principaux problèmes, hein. C'est les ressources des acheteurs ouais, qui turnover, des gens qui s'en vont, des gens qui tenaient, entre guillemets, une façon de faire à bout de bras et ouais. au fur et à mesure, bah, ils partent et vu que l'ensemble des autres services n'ont pas eu le temps de monter eux aussi en compétences, eh bien on redescend très très vite, hein. Oui. C'est exactement ça. Et puis aussi des changements de direction. C'est vrai que j'en ai connu plusieurs de chutes de maturité. Changement de direction, une gouvernance qui ne suit pas la fonction achat, des choix stratégiques qui vont être faits, qui vont être à l'inverse d'une vision de triple performance, plutôt une vision très court-termiste. C'est tout ça qui peut faire une chute de maturité d'une organisation qui a atteint des niveaux élevés. C'est très dur à vivre quand on est acheteur et effectivement on a codifié tout ça, ce qui permet de le comprendre et de plus en souffrir, finalement de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire et si je peux pas faire, ben, je m'en vais quoi, tout simplement. Mais c'est pas le sujet du jour. Là, on rentre un petit peu dans l'approche méthodologique. Mais effectivement, voilà, les entreprises vont devoir s'entourer de professionnels d'un niveau finalement supérieur, hein. Il y a des nouveaux enjeux pour les entreprises, ben, il y a des nouvelles compétences finalement pour les acheteurs. Et donc, ici, vous avez une vision un petit peu des compétences type et niveau de maturité achat, parce que c'est très lié finalement. On a vu niveau 4-5, on va être sur ces nouveaux acheteurs. Le niveau 3, où vous avez vu parmi vous, il y a une grande majorité d'acheteurs, bah, vous êtes un peu à la frontière entre les deux. Il faut savoir que le niveau 3, c'est pas tranché. On peut être à un niveau 3 plus, un niveau 3 moins. Pour ceux qui feront le questionnaire ou qui l'ont déjà fait, vous le savez. Euh, donc en fait, en fonction finalement de vos actions organisationnelles et de vos actions de résultats, la manière dont vous gérez vos projets, eh bien, vous allez avoir des niveaux de maturité différents et vous pouvez être sur un niveau 3 élevé qui finalement est un acheteur vraiment pas loin du niveau 4 et vous pouvez être sur un niveau plutôt 3 moins où là, effectivement, bah, vous faites des appels d'offres typiquement, mais bon, c'est un peu des appels d'offres faits à l'arrache, quoi. C'est pas vraiment des appels d'offres au sens noble de l'art de l'appel d'offres, quoi, d'un bel appel d'offres. Et donc, effectivement, on va retrouver finalement, plus on va monter en maturité, plus on va monter en compétences. Et on en a mis quelques-unes pour que ça marque les esprits, que vous compreniez, hein. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle le pompier, entre parenthèses, pyromane. Sébastien, tu peux nous parler du pompier pyromane? Je crois que tu en as déjà croisé quelques-uns dans ta carrière. Exactement, exactement. C'est faire plus de dégâts. Effectivement, on va brûler notre mode de fonctionnement. Puis après, bah, c'est bien, une fois que tout est en feu, on intervient et on dit, regardez ce que j'ai fait. C'est un peu dramatique. Ouais. Qui connaît Pour ouais. compléter ce que dit Guillaume, on va le voir, hein, sur l'étude des salaires, malgré effectivement les grandes différences de compétences, et ça, franchement, aujourd'hui, tous les recruteurs nous le disent, hein, ils ont des candidats avec des grandes disparités de compétences. Ouais. On est un métier quand même super bien loti, parce que malgré ces différences de compétences, les salaires moyens, que ce soit pour les acheteurs ou les responsables achats, c'est déjà dans une très belle moyenne en France par rapport aux autres métiers. On
on a la chance d'être sur un métier en pénurie, où les jeunes profils sont très recherchés et avec de très bonnes conditions dès le départ. Mais effectivement, ce qui fera l'évolution, ce qui permettra de faire la différence en entreprise, ça va être justement ces compétences d'innovation qui sont très recherchées. Ouais, tout à fait. Dites-nous dans les commentaires qui connaît ou a connu un pompier pyromane. Toujours intéressant de savoir où ils sont pour pouvoir les détecter le plus tôt possible. Effectivement, plus on va monter, plus on va avoir voilà, l'évolution du pompier, c'est l'homme à tout faire, le couteau suisse. C'est quelqu'un qui est tellement une capacité d'adaptation, de gestion d'urgence continue. Voilà, tous les 4 matins, ou 4 fois par matin, il y a quelqu'un qui vient voir. Ouais, on n'a plus ça dans le stock, passe-nous la commande. Voilà, là, on commence à faire un peu de planification. On rentre dans l'approvisionnement, qui est vraiment le niveau 2 de maturité, hein, où on n'est même pas encore dans la fonction achat. Hein. Vraiment dans l'approvisionnement, en général, on négocie là, à ces niveaux-là. Niveau 3, typiquement, l'appel d'offres, on rentre dans la fonction achat, on fait du contract management, on commence à activer des leviers techniques, des leviers commerciaux, massification, qu'est-ce qu'on va avoir? Centralisation, massification, RFA, contrat, pluriannuel parfois. Niveau 4, on va vraiment rentrer dans les leviers techniques, TCO, TVO, RSE, data management, on va intégrer l'innovation plus vite. On va intégrer la dimension de double matérialité, hein, le financier, l'extra-financier. On va maîtriser des outils comme l'intelligence artificielle. On va savoir décarboner aux achats dans le respect de la méthode bilan carbone, par exemple. On va rentrer dans l'amélioration continue, qui est le vrai sujet, hein, l'amélioration continue, la triple performance, avoir une approche méthodologique. Et ce qu'on voit, c'est que plus on va monter finalement en maturité, plus on va monter en expertise, plus on va monter en valeur et en sens des valeurs, c'est-à-dire qu'un acheteur qui maîtrise ces nouvelles compétences va demander à son entreprise de certaines valeurs, en fait. C'est quelqu'un qui ne va pas accepter d'agir à l'inverse de ses propres valeurs. Et c'est quelque chose qui, dans les achats, on nous demande souvent de faire. Parfois, on a des choix à faire qui ne correspondent pas à nos valeurs. Voilà. Ça arrive souvent. Ces acheteurs-là ne l'acceptent plus du tout. Et ce sont des acheteurs, en général, qui sont rares. Parce qu'effectivement, vous l'avez vu sur la pyramide de maturité tout à l'heure, 77% sont maximum à un niveau 3, d'accord? Ça veut dire qu'on a un pourcentage très faible qui est au-dessus. Et donc, ils ont une certaine rareté. Et souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont même pas sur le marché. Donc, comme ils ne sont pas sur le marché, ils sont encore plus rares à trouver pour une entreprise. Et souvent, il faut les débaucher pour pouvoir récupérer, évidemment, naturellement, un salaire plus élevé qui est lié, évidemment, à ces nouvelles compétences. Ce qui est déroutant, c'est que d'un côté, effectivement, les entreprises font très souvent de leur mieux, hein, effectivement, pour pousser des offres d'emploi et essayer d'atterrir les jeunes, hein, nos fameux nouveaux talents. À côté de ça, les jeunes arrivent avec leurs valeurs, leurs ambitions, même des boycotts de pratiques. Mais il y a souvent un souci, c'est le souci méthode. Le point en haut à droite, où effectivement, on a des jeunes qui peuvent être très bons dans l'IA, très bons pour faire le couteau suisse, sur des outils en tout cas, mais la méthode globale, une méthode d'approche, de travail, c'est souvent ce qui manque. Et ça manque aujourd'hui, toujours malheureusement dans les universités. Et nous, on voit beaucoup de jeunes arriver chez nous pour faire notre formation de 3 jours, pour justement comprendre comment ils vont pouvoir mettre bout à bout tous les outils qu'ils ont vus pendant leur master, pour avoir une méthode et être en capacité, lors d'un recrutement, de pouvoir défendre leurs ambitions et leurs valeurs. Parce que c'est bien de dire, oui, j'ai ces valeurs-là, moi je veux travailler que dans ces conditions-là, que sur ce type de projet-là. OK, quelle est la méthode que vous allez employer? Bon, voilà, si derrière il n'y a plus personne, c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est là où on a trouvé une solution, je pense, la plus appropriée pour permettre à cet ensemble de difficultés d'arriver à se résoudre pour une parfaite collaboration entreprise et nouveaux profils. Ouais. Alors, c'est le sujet d'un prochain live, hein, l'employabilité, l'attractivité d'un profil vis-à-vis des entreprises. Effectivement, l'approche méthodologique permet de répondre à une question toute simple. Si on vous attribue le poste, qu'est-ce que vous allez faire? L'approche méthodologique d'amélioration continue permet de dire, je vais commencer par ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, etc. Et ça rassure énormément un employeur. Plutôt que de dire, je vais négocier avec le top 20 fournisseurs. Aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un niveau à amener qui séduit énormément les entreprises
et qui vous permet systématiquement de faire partie de la shortlist finalement d'un recrutement. Cette dimension-là, que vous alliez travailler dans des entreprises de niveau 2, 3 de maturité, cette dimension supérieure sera toujours un plus, d'accord, par rapport à des acheteurs des niveaux inférieurs de maturité. Alors après, on va le voir, si une entreprise n'est pas prête à payer le salaire d'un acheteur d'un certain niveau de maturité, il y a un vieux dicton qui dit Give peanuts, have monkeys. À un moment donné, si tu n'es pas prête à payer le bon prix pour avoir un acheteur, on va dire, expert, ben, c'est pas étonnant d'ailleurs que tu aies des problèmes avec cet acheteur et qu'il ne t'aide pas à monter en maturité, tout simplement. Et ça, c'est un sujet qu'on verra les prochaines fois. On va rentrer maintenant sur comment les attirer, ces acheteurs. C'est assez simple en fait en réalité. Plus on va viser des niveaux de maturité élevés, d'accord, une entreprise qui est niveau 1 et qui vise un niveau 2, c'est pas grave, ça serait même finalement donc une entreprise qui s'en fiche un peu, qui est dans un secteur d'activité où ça ne va pas changer, ou bref, il y a encore certains secteurs d'activité qui changent peu, niveau 2 voire niveau 3 max. En fait, pas besoin d'aller mettre énormément de valeur de l'entreprise dans au-delà des valeurs familiales classiques, etc. Pas besoin d'aller mettre une mission hyper complexe, hyper valorisante sur les enjeux, on va dire, de triple performance, etc. Évidemment, un salaire pourrait être plus bas. Par contre, une entreprise qui est par exemple niveau 3 de maturité, ce qui semble être quand même la majorité des entreprises qui ont un service achat, elles sont dans ce niveau 3, et bien là, si elles visent d'aller sur cette dimension de conjuguer performance économique, sociale, environnementale et de faire partie des leaders de demain, eh bien tout simplement, elles vont devoir aligner leur offre d'emploi sur leur valeur qui est de continuer à améliorer la réponse apportée à leurs clients, à leurs consommateurs, tout en préservant mieux l'environnement et tout en prenant soin de leurs salariés, etc. La mission qui va devoir justement intégrer cette valeur ajoutée. On va devoir intégrer dans la mission effectivement une dimension politique, stratégie, change management dans les projets, etc. Évidemment, un salaire qui est aligné. Il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui vend de belles valeurs, une belle mission, et qu'un salaire qui est en décalage. Et en fait, ces trois curseurs vont devoir être au bon niveau, alignés sur les niveaux de maturité qui sont ciblés par l'entreprise, tout simplement. Typiquement, une entreprise qui cherche à progresser, ce qui est le cas de la majeure partie des entreprises, ou à se maintenir, mais en général, quand elles se maintiennent, c'est naturellement qu'elles vont faire des offres qui sont parfaitement cadrées. Une entreprise qui cherche à progresser va proposer sur son offre d'emploi, finalement, la mission qu'elle souhaite faire remplir à son acheteur. Ouais, tout à fait. Après, il y a des solutions sur le salaire, on va le voir encore. Je tease vraiment cette étude. Mais c'est difficile, notamment sur des jeunes profils, de se dire, OK, on va leur mettre tout de suite un salaire d'acheteur. On va le voir, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont aujourd'hui des variables qui permettent potentiellement sur une prise de poste de variabiliser effectivement les réussites de l'acheteur, tout en lui promettant un salaire convenable. C'est vrai que moi, j'ai une approche, on va dire, très progressive vis-à-vis des salaires de salariés, de collaborateurs et d'acheteurs. J'estime qu'il faut effectivement passer par les moments difficiles, par les difficultés, et monter petit à petit pour vraiment apprécier ce que l'on peut avoir. Ça, c'est ma façon d'être, mais à côté de ça, il y a la concurrence. Il y a la concurrence des entreprises, du marché, dans laquelle il faut effectivement savoir se situer. Ouais. Qui a déjà rencontré, croisé des offres vraiment à côté de la plaque quand ils étaient en recherche d'emploi? Dites-nous juste, moi, ça m'est arrivé, voir un petit peu si c'est quelque chose qui est fréquent aujourd'hui, si c'est la majorité des offres, ça peut être intéressant de le voir. Faites-nous un retour là-dessus, s'il vous plaît, c'est intéressant d'avoir des retours à chaud. Sébastien, on va rentrer dans un moment important, le retour de l'offre qui va nous donner les niveaux de salaire sur les différents postes. Donc, on va commencer par les acheteurs et ensuite, on ira sur les différents niveaux hiérarchiques, donc de responsable achat, de directeur achat. Tu te lances, tu nous décris un petit peu ça, Sébastien? Donc là, on est sur l'étude APEC. Donc là, pour le coup, on n'a rien réinventé.
C'est vraiment le document de l'APEC, donc il est en 2 parties. On a une première partie avec les indicateurs clés, et la deuxième partie, on va être plus sur les catégories de métiers ou de secteurs d'activité des entreprises. Sur les acheteurs, on voit que on est sur un salaire médian à 49 000 euros. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, 50% des acheteurs ont une part variable dans leur contrat. Voilà. Derrière, on voit les évolutions de rémunération. Donc, ce que l'on voit tout en bas, les points bleus, c'est les médians, les salaires médians, et le gris et le bleu foncé, c'est les extrêmes. Ce que l'on voit, c'est que les salaires médians, que ce soit en fonction de l'âge, de la hiérarchie des responsabilités, du niveau de budget géré, eh bien effectivement, on est tout le temps un peu sur le même salaire médian. Le lieu du travail fait un peu plus la différence, la taille de l'entreprise aussi, mais vous voyez, on est sur un gap de 5 000 euros. C'est pas énorme. Là où il y a une grande différence, par contre, c'est dans le niveau de responsabilité hiérarchique, où effectivement des acheteurs qui vont avoir 10 collaborateurs à gérer vont effectivement être bien plus payés que ceux qui ne vont avoir personne à gérer. Alors, ce sujet de la responsabilité hiérarchique est un peu perturbant parce que là, on parle d'acheteurs. Donc, on est sur des postes dont la désignation, c'est acheteur, pas responsable achat. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a dans l'étude APEC un questionnement qu'on a par rapport à ça. Mais effectivement, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on peut dire, Sébastien, c'est qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve sur le terrain. Pour vous donner un ordre d'idée, des acheteurs qui sortent de grandes écoles vont aller cibler aux alentours des 42 K euros en sortie d'études, niveau master, sur une grande école. Nous, là, sur les dernières semaines, on a par exemple fait recruter un acheteur dans l'industrie agroalimentaire, on peut en prendre 2 exemples. Dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique, on est sur un profil 29 ans, Master 2, pas très grandes écoles. On va être sur un poste aux alentours de 50K, d'accord. Et on a placé un acheteur un peu plus âgé, 35 ans, mais par contre qui avait fait une reconversion professionnelle avec nous via le Black Belt. Donc, c'est un ancien commercial qui était du secteur d'activité, qui a décidé de devenir acheteur, qui a passé la Black Belt et qui a été recruté à 53K, c'est ça, de tête, plus un variable. Voilà, 35 ans. Ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée. La semaine dernière, j'étais en discussion avec un directeur achat d'un grand groupe, mais on va arriver sur les grands groupes tout à l'heure. Peut-être que je donnerai l'anecdote à ce moment-là. Donc, ça vous permet d'avoir une vision quand même un peu précise des niveaux de salaire au niveau des achats. Et on va retrouver par finalement secteur d'activité également certaines variantes. On voit que effectivement la construction est aujourd'hui le secteur d'activité avec le conseil et la gestion d'entreprise. Sébastien, il y a énormément de bruit de ton côté. Pardon. La construction et le conseil en gestion des entreprises est très bas. Rien d'étonnant à cela. Il faut savoir que ces 2 secteurs d'activité, le premier où le niveau de maturité achat est extrêmement faible, c'est-à-dire que c'est même plus que faible. Les achats fonctionnent en général à l'envers. Dans la construction, typiquement, on va avoir des personnes qui vont vendre un chantier sans consulter forcément les achats, et les achats vont être inceptivés donc leur performance va être mesurée sur la capacité à faire moins que l'enveloppe chantier qui a été faite. Donc, on fonctionne vraiment à l'envers. Donc, ce n'est pas étonnant, finalement, que les salaires soient assez bas. Et dans le conseil et gestion des entreprises, c'est très simple. Dans le conseil et gestion des entreprises, aujourd'hui, comme les achats ne font pas partie du cœur de métier, les achats sont peu stratégiques. On va souvent avoir des acheteurs frais généraux, etc. On va avoir une fonction achat qui va arriver tard dans le développement de l'entreprise. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait un petit retard de ce côté-là. Ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal sur des secteurs d'activité où effectivement, alors sur le conseiller à gestion des entreprises, il y a de faibles besoins d'acheteurs au final avec de hautes compétences en achat. On va être sur du service. Sur la construction, comme l'a dit Guillaume, ça fait à peine 10 ans que de très grands groupes, les plus grands groupes de construction mondiaux et en France,
se disent « Ah mais tiens, on serait peut-être intéressant de monter des services achats ». On a toujours fonctionné avec des gestionnaires de projets qui avaient cette casquette du commercial et de l'acheteur. On a quelque chose à faire avec ça, donc évidemment, c'est un secteur d'activité, pour le coup, qui est en construction. Ouais. Pour répondre au FIR, si tu devais séparer en fonction des niveaux de maturité, il n'y a pas de règles très établies là-dessus, hein. C'est nouveau, hein, tout ça. Mais ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, des entreprises. Mais effectivement, tu pourrais imaginer qu'un niveau 3 de maturité va plutôt être sur la fourchette médiante et un niveau 4, 5 va plutôt être sur la fourchette haute. Voilà, par rapport à sa valeur ajoutée. Et il va l'être d'autant plus, peut-être pas au moment du recrutement de manière aussi évidente, mais au bout de 3 ans dans une boîte, 2-3 ans dans une boîte, il va évoluer très vite parce qu'il va générer beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de valeur ajoutée. Et donc, naturellement, il va progresser plus vite dans l'entreprise et naturellement aussi attirer des entreprises qui vont peut-être le recruter plus tard avec des niveaux supérieurs, tout simplement. On passe au responsable, Sébastien? Oui, responsable, direction achat. Ouais. Donc là, Responsable. on a une belle évolution. On a une belle évolution et on a des niveaux maximum qui montent vraiment très très haut. Donc là, on passe de 49 à 64K. Voilà, donc sur les responsables achats et directeurs achats. Au niveau du variable, on en a beaucoup moins. Donc là, on n'a que... non, je dis une bêtise. C'est 64%, donc on a plus de variables sur les directions et responsables achats. Par contre, là, on voit effectivement, en fonction des différentes catégories, on voit des écarts de salaire très importants, hein, notamment l'acheteur qui part à l'étranger et qui est déporté. Bon, là, on a une très grosse différence avec les autres. L'âge aussi. Donc là, on a une vraie évolution dans les salaires avec l'âge. Bizarrement, beaucoup moins le sujet responsabilité hiérarchique. On a moins d'écart avec et sans. Bon, Très évidemment, étonnant. je pense que Je pense que évidemment, il y a moins de directeurs achats qui ont répondu à l'étude que des responsables achats. Il y a des responsables achats seuls et des responsables achats avec des services. Voilà. Mais du coup, le responsable achat seul, c'est peut-être un peu un acheteur quand même. Oui. Alors, comment ils ont catégorisé ça, on ne sait pas trop, hein, mais ils ont vraiment catégorisé les métiers. J'imagine qu'ils ont donné des idées de métiers où les gens ont répondu Le par rapport côté à ça. est bluffant, hein, en termes de différence. Effectivement, là aussi où je pense qu'il manque quelque chose, Sébastien, c'est la taille d'entreprise. Ils ont fait moins de 250, plus de 250. Je pense qu'il y aurait eu un intérêt à rester sur un niveau moins de 50 salariés. Et on aurait vu une différence peut-être plus marquante à ce niveau-là. Oui, je pense que la problématique, c'est le nombre des répondants pour avoir quelque chose de fiable. Je crois que c'est quand même sérieux. Ils ont eu vraiment beaucoup de répondants. Après, moi, ce qui me manque, alors, on vous l'a dit, hein, de toute façon, dans les offres, on en a très peu. On n'a pas de catégorie, justement, avec ceux qui maîtrisent ou pas la RSE, Oui. avec ou sans. On ne l'a pas. Et effectivement, c'est là où c'est déroutant, mais ça reflète bien le marché de l'emploi aujourd'hui. Il y a tellement peu d'offres que, effectivement, ils ne le ressortent pas dans leur étude. Mais les jeunes, ceux qui sortent d'école, justement, c'est un point très important. Donc, cette dissonance, en fait, on la retrouve même dans l'étude de l'APEC. Il n'y a qu'à voir le pourcentage de mémoires aujourd'hui qui sont faits sur ce sujet-là. C'est bluffant. Les jeunes acheteurs en formation actuellement, j'ai pas les pourcentages exacts, c'est peu mesurable, mais au moins un tiers sont sur les sujets RSE aujourd'hui. C'est énorme en fait, dans leur mémoire. C'est vraiment une partie importante. C'est plus que ça. C'est plus que ça parce que on l'a vu, alors c'est rigolo, on a accompagné des licences, des Master 1, des Master 2, et on a vu, alors évidemment, nous on est sur le sujet RSE, et évidemment, on était examinateurs à la fin, ils ont voulu nous faire plaisir, donc ils ont intégré des sujets sur lesquels on a enseigné. Ouais. Mais on a vu une vraie différence entre la première année où, quand on était en étude des mémoires, on avait quoi? On avait 10% des personnes qui parlaient de RSE. Moi, quand j'ai fait ma reconversion, c'était il y a 5 ou 6 ans. Je crois que j'étais le seul sur le sujet de la RSE. En tout cas, performance économique, sociale, environnementale. Et la dernière année où on est intervenu,
Bon, bah là, on avait un 40% d'élèves qui avaient fait un mémoire sur la RSE, appliqué à leur secteur d'activité, et qui avaient en tête une seule chose, c'est de trouver une entreprise dans laquelle ils allaient pouvoir valoriser justement l'étude et le travail qu'ils avaient fait. Ouais, j'aurais même dit plutôt triple performance que RSE, faut pas l'oublier parce que Mmh. souvent on parle de RSE comme c'était un bloc où les achats responsables. D'ailleurs, c'est drôle, hier j'étais à Paris sur des animations d'ateliers euh, à l'Obsar et effectivement il y avait des personnes qui étaient présentes qui étaient responsables, achats responsables, alors qu'il y avait une fonction achat. Donc on a tendance à séparer des choses qui sont finalement aujourd'hui tout à fait les mêmes. À un moment donné, l'intégration de la RSE est un levier de performance économique par la baisse des coûts. Je prends, j'ai une bouteille en plastique, c'est pas bien, mais bon, j'ai une bouteille en plastique sur mon bureau. Bah, cette bouteille en plastique, le meilleur moyen de réduire le coût, c'est d'en baisser le poids, c'est de l'éco-concevoir. C'est le meilleur moyen de baisser les coûts, c'est pas de négocier, c'est pas de faire des appels d'offres. À la fin, c'est la technique qui va permettre de baisser au maximum les coûts, c'est la technique en faveur de la réduction de l'impact environnemental. Ce bouchon-là qui est extrêmement fin, d'accord? Oui, c'est plus pratique, mais c'est surtout moins cher. D'accord? Le bouchon, il est 3 fois plus léger que ce qu'il y avait comme bouchon sur les cristallines il y a 15 ans. Et c'est surtout parce qu'il coûte à peu près plus de 2 fois moins cher. Donc l'intégration à la dimension RSE sert à la performance économique. Aujourd'hui, on ne peut pas enlever la RSE en se disant je vais être plus performant économiquement. C'est une énorme connerie. Mais effectivement, on le sait, il y a un retard de compréhension de ces approches-là, de ces méthodes-là, qu'on essaye de combler chez soi finalement au travers de notre approche. Je vais vous donner une petite anecdote, puisque là on voit par secteur d'activité, donc c'est d'autant plus intéressant. J'étais donc, c'est la semaine dernière, en discussion avec le directeur achat d'un grand groupe avec un portefeuille de tête, c'était 120 millions d'euros, d'accord, qui était rémunéré 140 000 euros par an, hors avantage. Voilà. Secteur d'activité, alors je le cherche depuis tout à l'heure, c'est difficile à dire dans leur système, mais j'aurais dit que c'était plutôt du service. Voilà. Dans du service, 140 k hors voiture de fonction. Voilà. Et autres avantages, j'imagine, mais en gros, c'est ça. Ça vous donne un ordre d'idée, voilà, des discussions qu'on a. Et de ce qu'il m'a dit, parce que lui, il connaît très bien beaucoup de directeurs achats, eh bien, c'est un niveau de salaire qui est courant chez les directeurs achats de groupes, notamment, et ça peut monter jusqu'à 250 000 euros pour vraiment les acheteurs du CAC 40, les directeurs achats du CAC 40. Voilà. Une information que je trouvais intéressante de partager avec vous. Là, on est sur des moyennes. Certaines entreprises, alors les places sont chères, hein, je vous rassure. Le CAC 40, il n'y en a que 40. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr, Sébastien. Non, mais SBM 120. Alors, je sais pas combien il y en a dans le SBM 120, peut-être 123, 124, mais les places doivent être chères aussi. Effectivement, c'est une information intéressante. Dites-nous dans les commentaires si ça vous parle, si c'est des choses que vous voyez. Vous participez pas beaucoup, pardon, il est un peu tard. Participez pas beaucoup ce soir-là. Dites-nous un petit peu, voilà, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est déconnant? Est-ce que ça vous parle? Voilà, est-ce que ça correspond au niveau de salaire sur lequel vous êtes? Est-ce que vous êtes dans la bonne fourchette? Alors bon, quand tu fais une fourchette entre 41 et 80, entre 42 et 106K ou 45 et 133K, il y a de fortes chances que tu sois dans la fourchette. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est clair. C'est clair. On va dire dans la moyenne, franchement. Ouais. On va s'appuyer sur la moyenne. Dites-nous si vous vous retrouvez dans la moyenne, oui ou non, pour voir si effectivement c'est complètement. Enfin, nous, non, mais on a relayé vraiment tel quel l'étude de l'APEC, mais est-ce que cette étude de l'APEC, selon vous, a du sens? Parce que vous vous retrouvez, oui ou non, dans la moyenne, effectivement, donc là, ce qui est en bleu ciel, qui est proposé par rapport à votre secteur d'activité. Voilà. On va avancer un peu, Sébastien. Dites-le nous, s'il vous plaît, en commentaire. On regardera, on fera un petit retour dessus. On est, comme d'habitude, un petit peu short en timing. On est bien. Ouais, c'est vrai qu'on est bien. On est bien là. Alors, comment retenir les meilleurs talents? Voilà. Alors, on s'est permis de mettre ça parce qu'à un moment donné, on ne va pas enfoncer trop de portes ouvertes non plus. Hein, je la relance, ça me fait tellement rire cette vidéo. Mais c'est un petit peu ça, quoi. À un moment donné, si tu alignes ton offre sur vraiment ce que recherchent les acheteurs, notamment les jeunes générations, mais pas que d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui veulent s'orienter vers des carrières à impact et qui ont déjà de l'expérience.
Donc, ça touche tout le monde. Mais alors, les nouvelles générations, c'est vraiment sans retour en arrière possible, on va dire. Vraiment, là, ils sont rentrés là-dedans directement dans ce modèle-là. Effectivement, derrière, il va falloir assurer, les entreprises vont devoir donner les moyens aux directeurs achats, responsables achats, acheteurs, d'aller chercher ces résultats-là et d'accomplir la mission qui leur a été vendue. Ils vont devoir leur proposer des plans de carrière, d'évolution. Et là, on rentre dans un système qui ne se retrouve pas seulement dans les achats, évidemment. Juste pour compléter la PEC, je pense qu'ils ont effectivement nuancé leurs chiffres par rapport aux offres qui sont publiées sur leur plateforme. Je pense qu'on peut avoir une différence entre un acheteur qui est en poste depuis peut-être 15 à 20 ans, qui n'a pas forcément renégocié son salaire, et les nouvelles offres d'emploi aujourd'hui qui sont proposées, et ce qui peut expliquer que peut-être beaucoup d'entre vous se sentent un tout petit peu en dessous de la moyenne. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est le moment de renégocier. C'est peut-être le moment de renégocier. Alors, difficile de s'assurer du savoir-faire des candidats. Effectivement, les organisations aujourd'hui, elles ont un souci, c'est s'assurer du niveau de compétence des candidats. En fait, ce qu'on a développé chez SWOT, en fait, c'est finalement un label d'expertise qui va permettre de s'assurer du niveau de performance d'un candidat. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail du label, mais effectivement, on est capable aujourd'hui de garantir qu'un acheteur maîtrise les compétences nécessaires pour accompagner les organisations dans leur montée en maturité. D'accord? Donc effectivement, en fonction des niveaux de maturité de l'acheteur, on va savoir exactement qui on intègre. Quelqu'un qui a été sensibilisé à ces niveaux-là, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir accompagner la transition de l'organisation après son recrutement, mais c'est par contre quelqu'un qui va pouvoir être partie prenante dans des projets, etc. Et plus on va monter on va dire en expertise, plus la personne va être vraiment habilitée à accompagner la transformation de l'organisation. Et donc, ce label-là, qui est une attestation de formation qui est donnée à chacun de nos étudiants, tout simplement, je ne sais pas si je peux cliquer là-dessus. Ouais, je vais partager l'onglet, voilà. Vous avez ici l'exemple d'un de nos apprenants, qui est un directeur achat d'un groupe. En fait, tout est sécurisé. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout est sécurisé par blockchain. Donc, en fait, c'est infalsifiable. Donc, aujourd'hui, SWOT garantit le niveau d'expertise de ses acheteurs, des personnes qui sont formées, de ces managers en triple performance, pour permettre aux organisations d'intégrer des acheteurs dont ils sont certains, absolument certains, de leurs compétences, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un label qui commence à être de plus en plus recherché, puisqu'on labellise non seulement les organisations, mais quand on fait des intras, quand on forme toute une équipe achat, on va labelliser toutes les personnes du service achat, mais également l'entreprise. Donc, ça permet à l'entreprise aussi de le faire valoir dans ces démarches qui peuvent être des démarches, par exemple, RSE, validation de label, etc., etc. Ensuite, on a également un deuxième souci, c'est des organisations qui souhaitent être accompagnées sur toute la démarche, c'est-à-dire le recrutement et finalement, elle veut recruter des personnes, elle ne veut pas s'occuper du recrutement parce que ce n'est pas son cœur de métier, parce que souvent, ils ont eu du mal à trouver les bons profils, parce qu'ils ont eu des échecs. Et effectivement, à force d'avoir ces demandes-là, aujourd'hui, on a lancé notre service de recrutement à expertise garantie. Après, c'est très simple. Finalement, on va apporter tout le savoir-faire d'un cabinet de recrutement. Ce n'est pas faute de l'avoir fait X fois ces dernières années. Donc, on a structuré une équipe dédiée à ça. Et la grande différence, c'est qu'on va intégrer nativement dans notre proposition une formation adaptée aux enjeux du poste qui est ciblé par l'entreprise. Donc, ça permet aux organisations de recruter des profils qui peuvent, par exemple, avoir quelques trous dans la raquette en termes de compétences, en termes de parcours. Et on va les former pour aller justement compléter ça pour que la personne matche parfaitement avec la mission qui est apportée, notamment quand on va chercher des niveaux 3 à 4 de maturité. D'accord ? Un acheteur de niveau 3, on va pouvoir l'amener sur ces niveaux au moment du recrutement. Ça permet d'élargir énormément le marché. Évidemment, on fait bénéficier de la visibilité du réseau SWOT aux personnes qui nous confient le recrutement. Et ça permet d'accélérer le recrutement, d'aller chercher des profils qu'on ne serait pas allé chercher et qui pourtant vont apporter pleine satisfaction. Et finalement, de garantir l'intégration des acheteurs de manière beaucoup plus facile, ce qui ne nous empêche pas parfois, quand on a une entreprise qui souhaite monter doucement en maturité, de pouvoir aller recruter un approvisionneur ou un acheteur de niveau 3, même si vraiment la spécialité, c'est vraiment d'aller chercher ces niveaux supérieurs de maturité, qui est le cœur aujourd'hui de SWOT. Dans le fonctionnement, aujourd'hui, cette offre, en fait, elle est sortie
de par la demande des entreprises, notamment sur lesquelles on a été formé des services achats en entier. Ils nous ont dit on a soit des problèmes avec les jeunes, c'est qu'on n'arrive pas effectivement à les intégrer correctement, parce que aujourd'hui, beaucoup de sociétés qui ont des grands services achats vont effectivement chercher leur nouveau profil en sortie d'école. On a d'autres entreprises qui nous ont dit on aimerait bien recruter vos apprenants, et on sait qu'on a certains cabinets de recrutement qui adorent aller voir effectivement à chaque fois que quelqu'un dit j'ai eu mon certificat SWOT, il est appelé 2 heures après. On taira le nom parce qu'ils ne nous ont jamais contactés, mais en tout cas, ils nous suivent visiblement de très près. Et en fait, dans l'offre que l'on a voulu faire, on s'est dit, nous, on peut très bien faire la prestation de recrutement et proposer la prestation de formation, que l'on ait 10 élèves ou 11 élèves sur nos sessions. C'est pas grand-chose. Donc, pour le même coût qu'un simple recrutement, nous, ce que l'on propose, c'est un format de formation qui va durer 6 mois. C'est-à-dire que la personne, quand il signe son contrat de recrutement, pendant 6 mois, il est en période de formation pendant laquelle, d'une, il va se former. Donc, il va pouvoir récupérer les 2-3 compétences qui peuvent lui manquer sur son poste, et il va pouvoir converser avec moi, avec Guillaume, pour justement évoquer ces problématiques, les difficultés d'intégration ou de compétences qu'il peut avoir effectivement sur son poste. Et ça, très clairement, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui va rester 1 à 2 mois dans l'entreprise, qui est très sérieuse et qui se dit « Ah, j'ai pas les compétences, j'ai personne pour m'aider, je m'en vais tout de suite », et la personne qui va rester dans l'entreprise. Et en fait, c'est notre force. Notre deuxième force, c'est le recrutement. On a vu tellement de profils. Mais bon, ça, se défendre sur le recrutement, il y a tellement d'acteurs qui font du recrutement en France que oui, on pourrait vous dire qu'effectivement, on est aussi bon que les autres ou meilleur que les autres. C'est pas vraiment notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, c'est vraiment cet accompagnement sur l'intégration. Et pour les personnes, les entreprises où on est intervenu pour faire une formation en intra, donc on a formé tout le service, là, ce qui est génial, c'est d'avoir un nouvel équipier qui va avoir le même niveau d'information et de formation que l'équipe en entier. Donc on parle le langage commun, et en fait, de manière assez... c'est transparent, c'est aligné sur le fonctionnement, et on intègre correctement les acheteurs. On règle le problème avec les jeunes, parce que les jeunes, quand on leur dit, écoutez, vous allez avoir un programme de formation sur 6 mois, même si effectivement notre entreprise n'allait pas décider de revoir complètement son mode de fonctionnement pour aller intégrer des achats responsables immédiatement avec des projets tout de suite à proposer à ce jeune sorti d'école, eh bien on a effectivement quand même une formation et qui est comprise dans le coût du recrutement. Donc il n'y a même pas de problématique de financement ou autre à avoir. Donc on pense aujourd'hui que c'est une très belle offre qui devrait attirer beaucoup d'entreprises et séduire aussi les fameux talents, les fameux jeunes talents qui sont très difficiles à trouver. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. Et puis évidemment, on a la visibilité du réseau SWOT qui est une grande force, parce qu'aujourd'hui, on est connecté à peu près la moitié des acheteurs de France, ce qui permet finalement aux entreprises d'accéder à un nombre de profils. Et souvent, les gens qui sont dans notre communauté sont des personnes engagées, et donc d'accéder à ces meilleurs talents plus facilement. Donc finalement, tout le monde est gagnant, l'entreprise et l'acheteur qui est recruté, qui va être accompagné, formé, et donc ce qui va largement améliorer son taux de réussite au démarrage de sa mission, et donc la satisfaction de l'entreprise, et donc bien démarrer dans cette entreprise dans les meilleures dispositions. Pour terminer, en fait, la révolution du recrutement achat, elle sera engagée, vous l'avez compris. Aujourd'hui, le monde est en train de se transformer, et donc naturellement, les profils des acheteurs doivent se transformer pour être alignés sur les compétences des entreprises de demain, et les entreprises vont devoir finalement être capables d'attirer ces nouveaux profils pour pouvoir se transformer. On a une vraie opportunité là-dedans. Ce que nous proposons, c'est de télécharger le guide gratuit, justement, la révolution du recrutement achat est engagée, parce que là, vous allez accéder à encore plus d'informations. Donc, on va le laisser en ligne comme ça. Il est temps de nous quitter, Sébastien. On a déjà terminé. On est plutôt pas mal dans les temps, finalement, tu as raison. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. À cette heure-là, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a
Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Surtout, dites-nous, voilà, dites-nous tout simplement où on en est. Merci Ophir pour ce niveau de salaire sur un directeur achat groupe de plus de 250 salariés. À mon avis, il va pouvoir faire une petite négociation de son salaire. Je ne sais pas si tu es basé en France, Ophir, mais là, effectivement, il y a un axe à regarder, à voir aussi le secteur d'activité, comme on l'a vu. Si tu es dans un secteur d'activité où les achats ont une faible part stratégique, ce n'est pas étonnant. On attend, voilà, dites-nous au revoir, on attend un petit peu ça, puis n'hésitez pas, voilà, on a mis le QR code à recevoir un contenu complémentaire pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans les statistiques hein, du recrutement, des attentes des acheteurs, des intérêts des organisations de recruter des acheteurs avec ces profils-là. Et surtout, faites-nous votre retour, parce que c'est une thématique, en général, on est plutôt dans la technique et la méthode. Voilà, c'est un sujet, voilà, est-ce que vous voulez plus de live de ce type? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez appris? Dites-nous ce qui vous passe par la tête. Merci Agathe. Merci en tout cas d'être venu. Alors, je ne sais pas si c'est 1 heure que l'on conservera du coup. Ça sera attesté en fonction du nombre de personnes. En tout cas, merci d'être venu. C'est effectivement, là, on n'est pas sur diffusion d'outils opérationnels, quoique ça peut être un outil hein, d'avoir une bonne vision de quoi dire à un jeune que vous cherchez à recruter ou à une personne qui est en reconversion sur laquelle vous essayez de trouver comment bien faire matcher les salaires, le poste, etc. Donc, voilà. Ouais, Julie, on le sait, à Toulouse, on aime bien les embouteillages. On est des champions de ça. En plus, il pleut. Tu peux être sûr qu'il y en a un qui va se planter sur la rocade. Hein. Merci Nathalie. Merci à tous. Et merci à tous. Pour la certification par rapport au niveau master, qu'en est-il des recruteurs sur leur vision? En fait, on le voit beaucoup. Alors déjà, en général, on a beaucoup d'acheteurs qui ont déjà un niveau master, mais qui n'ont pas de formation achat, auquel cas, c'est pas gênant du tout d'avoir juste une certification à label à côté. Évidemment, d'avoir un master achat plus une labellisation chez nous, c'est le top. Maintenant, on n'a aucun souci finalement, à partir d'un bac plus 3-4, on n'a aucun souci au niveau des recrutements. Finalement, ce que recherche l'entreprise, c'est plus un niveau d'études que réellement un niveau d'études dans les achats. Nous, on vient combler ça, hein, puisque de toute façon, tous les masters qui sont dits achats sont surtout des spécialisations achats, hein, puisqu'on voit qu'en général, les achats représentent une part infime des masters. Donc finalement, niveau master, c'est l'idéal. Niveau d'études supérieures obligatoire, souvent au moins le niveau licence, pour pouvoir accéder à des postes de haut niveau. Voilà. Puis nous, après, on est présent dans les différents masters, parce qu'on travaille pour Cage, etc. Donc après, c'est un choix à faire. Ouais, Stéphanie était peut-être sur le sujet. Effectivement, est-ce que le master est indispensable pour être acheteur? Clairement, les recruteurs des grands groupes, quand ils vont chercher dans les écoles, ils ont tendance à aller chercher 5 à 6 profils d'un coup et à faire le tri par l'expérience. Ouais. Par contre, dans les PME, ça, tout dépend du recruteur en fait. Vous allez avoir des recruteurs spécialisés dans les achats qui connaissent le métier achat, qui vont être en capacité de tester les compétences des personnes. Mais majoritairement, si vous ne faites pas appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans les achats, vous allez avoir des recruteurs qui n'auront pas cette compétence pour poser les bonnes questions aux acheteurs. Donc, comment voulez-vous qu'ils fassent autrement que par le diplôme? Donc, pour les PME, on est entre les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Stéphanie, si l'expérience est bien sûr prise en compte. D'ailleurs, il y a un gros souci avec ça, c'est qu'on a tendance à mettre les acheteurs dans des catégories et derrière, à ne plus les faire en sortir. C'est très, très difficile de sortir quand on a une étiquette sur une typologie d'achat. Voilà, mais globalement, l'expérience est bien sûr prise en compte, évidemment. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire des acheteurs qui passent par nos cursus, qui avec des phases de cas pratiques immersifs, qui sont d'anciennes missions qu'on a menées, et qui sortent avec finalement une expérience réelle, puisqu'on les a mis en situation réelle et qu'on les a challengés en situation réelle. L'idée, c'est finalement de cumuler tout ça. Qu'on soit en début de carrière, si on a tous les outils et qu'on a déjà mis en place des choses dans des situations
quasi réel, on va être beaucoup plus fort sur le démarrage de carrière. On va choisir les bonnes entreprises, les bons niveaux de maturité, les bonnes missions. Et quand on est déjà expérimenté, soit on évolue, auquel cas, ça va nous permettre d'accéder à des nouvelles typologies d'entreprises qui sont alignées sur ce nouveau modèle. D'accord ? Et là, évidemment, l'expérience, le niveau de tous les classiques du recrutement et des niveaux de salaire sont pris en compte, évidemment. Souvent, dans les offres d'emploi que vous pourrez retrouver sur l'APEC, l'expérience est prise en compte, totalement. Quand on parle de recrutement dans les écoles, c'est souvent ce qui est du marché que l'on ne voit pas sur les sites d'annonces. Vous avez beaucoup de grands groupes qui vont directement recruter dans les écoles, mais qui ne mettent jamais d'annonces. Ouais, Donc, ça, c'est pas forcément ces annonces-là, enfin, ces sujets de recrutement qui peuvent poser problème. Parce que je pense que Stéphanie, sa problématique, c'est justement que j'ai pas un Master 2. Comment je fais comment on fait on propose un projet aux entreprises. Et ça marche bien. Ça marche beaucoup mieux. Parce que là, on peut pas se défendre en disant je connais les outils comme les Master 2, mais j'ai pas le Master 2. Là, il va falloir proposer un projet, une vision de ce que l'on peut amener en valeur ajoutée aux achats. Et on doit effectivement s'adapter au niveau de maturité encore plus des personnes qui seront là pour vous recruter. Donc là, il va falloir être très agile dans vos réponses pour rentrer effectivement dans ce qu'attend la personne de la personne qui sera recrutée. Bon, sur ce, avec plaisir Stéphanie. Merci à tous. Merci Rodolphe. Merci Julie. Merci Nathalie. Merci Agathe. Merci Louise, Ophir, Jean Jaurès, Florent. Florent, on n'a pas répondu. Les catégories managers, c'était dans la première catégorie, les acheteurs. Les acheteurs. Ouais, les acheteurs, tout simplement. Merci Inès. Merci Sabrina. Merci Marion. Merci James pour ta participation. Merci Camille. Merci Adji. Merci Cédric. Merci Maude. Merci Baptiste. Voilà, je me suis perdu dans les commentaires. Merci Eric. Merci Israël. Merci Baptiste. Merci Auria. Merci Anastasia. Aïcha, Walid, Yamina, Clément, Marie-Laure, Marion. Bon, tous ceux qui ont commenté. Puis Isabelle, José, il y a eu quand même pas mal de monde. Et puis, tous ceux qui n'ont pas commenté et qui ont juste assisté, merci à vous pour d'être venus. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.